Elle a vendu plus de 150 millions de disques. Elle a écrit plus de 3000 chansons. Elle a bâti un programme de bibliothèque qui a offert plus de 260 millions de livres à des enfants qui n'en avaient aucun. C'est Dolly Parton, la reine des paillettes, du grand Holoprix, la voix derrière I Will Always Love You, la femme qui a fait de Dolly Parton la plus grande invention jamais sortie de l'État du Tennessee. Mais derrière cet héritage éclatant se cache une histoire faite non pas de paillettes, mais de quelque chose de plus silencieux et de plus lourd. Une histoire qui a commencé le 3 mars 2025, quand l'homme qui l'aimait depuis qu'elle était une adolescente avec une valise et un rêve a rendu son dernier souffle à Nashville. Et qu'est-il arrivé ensuite? Les mois de silence, les scènes annulées, l'urgence qui a lancé une prière dans la nuit, rien de tout cela n'était quelque chose qu'un prix pouvait préparer. Voici l'histoire de ce à quoi ressemble le deuil quand il frappe quelqu'un que l'on croyait fait d'une matière indestructible, une femme qui a survécu à la pauvreté, au doute et au poids entier d'une carrière qui n'a jamais ralenti. Arrêtée pour la première fois en 58 ans, non pas parce que la musique s'était arrêtée, mais parce que l'homme qui l'aimait avant même que la musique n'existe n'était plus là. Si la voix de Dolly Parton a un jour touché votre poitrine et remué quelque chose qui avait besoin de l'être, mettez un like maintenant, en hommage à la femme qui s'est enfin autorisée à se briser. Car perdre quelqu'un est une chose. Perdre la personne qui vous a connu avant que vous ne deveniez une légende en est une toute autre. Le Grand Holoprix lui avait organisé une fête pour ses 80 ans. Elle n'y est pas allée. Et si vous voulez comprendre pourquoi et ce qu'il en a coûté pour la ramener, restez avec cette histoire jusqu'au bout. Carl Thomas Dean Est, né le 22 juillet 1942 à Nashville au Tennessee. Il n'était pas artiste. Il n'était pas célèbre. Rien de ce qui rend un homme célèbre ne l'intéressait. Il dirigeait une entreprise de pavage asphalté, tondait sa pelouse, conduisait son pick-up. Et pendant 58 ans et 9 jours, il fut la seule constante dans une vie qui n'a jamais cessé de bouger. Dolly l'a rencontré le jour même de son arrivée à Nashville. Elle avait 18 ans, lui 21. Elle venait de descendre d'un bus avec tout ce qu'elle possédait, et cette fin particulière qui soit brise une personne, soit la rend extraordinaire. Carl Dean s'était arrêté sur le parking d'une laverie automatique, et le reste, comme elle l'a dit elle-même, d'innombrables fois, appartient à l'histoire. Pas le genre d'histoire qui s'écrit dans les classements musicaux et les Grammy Awards. L'autre genre, le silencieux, celui qui se déroule dans les cuisines et sur les vérandas, lors de mardi après-midi ordinaires quand personne ne regarde. Ils se sont mariés le 30 mai 1966. Il avait 23 ans, elle 20. Et dès ce jour-là, Carl Dean a pris une décision qui allait définir toute leur vie commune. Il l'aimerait entièrement et resterait hors de son chemin. Il n'est apparu publiquement à ses côtés qu'une seule fois dans toute sa carrière. Une seule fois en 58 ans. Il n'a jamais donné d'interview. Il n'a presque jamais assisté à ses concerts. Il était de l'avis de tous, un homme qui comprenait quelque chose que la plupart des gens n'apprennent jamais. Aimer quelqu'un au niveau dont Dolly Parton avait besoin d'être aimée n'exigeait pas d'être vue. Cela exigeait d'être présent chaque fois qu'elle rentrait à la maison. Dans ces dernières années, Carl a vécu avec la maladie d'Alzheimer. Dolly est devenue sa principale aidante. La femme qui avait passé 6 décennies à se produire devant des millions de personnes a réduit son monde à un seul homme, dans une seule maison, à Nashville. Elle ne s'éloignait presque jamais de lui. Il est mort le 3 mars 2025, à l'âge de 82 ans. Et pour la première fois depuis qu'elle était une adolescente, avec une valise, Dolly Parton était seule. Il existe un type d'amour particulier qui ne fait pas les gros titres. Il ne foule pas les tapis rouges. Il ne prononce pas de discours de remerciement et ne s'assoit pas au premier rang des cérémonies de remise de prix. Il existe entièrement hors des projecteurs dans l'espace, entre la dernière note d'un concert et le moment où le bus de tournée quitte le parking dans l'appel téléphonique passé, depuis une chambre d'hôtel, dans une ville dont elle oublierait le nom au matin. Dans la lumière de la véranda restait allumée à Nashville, pendant que le reste du monde la voyait briller ailleurs. C'était ça l'amour de Carl Dean, et Dolly a passé une bonne partie de 6 décennies à essayer de l'expliquer à des gens qui continuent d'espérer qu'il ressemble à quelque chose qu'il n'a jamais été. Elle a dit interview après interview que le secret de leur mariage était simple. Carl ne l'a jamais vu se produire sur scène, non par indifférence mais parce qu'il comprenait à la manière particulière des hommes discrets et solides que la Dolly artiste et la Dolly femme étaient 2 personnes distinctes et que c'était la seconde qu'il avait épousée. Il soutenait tout ce qu'elle faisait sans jamais en faire partie lui-même. Il l'encourageait depuis une distance qui, vue de l'extérieur, ressemblait à de l'absence, mais qui, de l'intérieur, se ressentait comme la chose la plus fiable qu'elle ait jamais connue. Au monde entier, cela paraissait étrange. Aux journalistes, plus étrange encore. Comment un mariage pouvait-il survivre ainsi? Une moitié toujours en portance, toujours sur scène, toujours dans la lumière. L'autre toujours à la maison, toujours en retrait, toujours dans l'ombre. Dolly répondait toujours à cette question de la même façon,
avec un sourire qui disait qu'elle savait déjà quelque chose que le journaliste ignorait. Elle y répondait en tenant 58 ans, quand la plupart des mariages autour d'elle n'atteignaient même pas 5 ans. Ce qu'on ne comprenait pas toujours, c'est que Carl Dean n'était pas derrière Dolly Parton. Il était sous elle la fondation sur laquelle elle avait tout construit, celle qu'on ne voit jamais, mais qui rend l'édifice possible. Il était la raison pour laquelle elle pouvait être intrépide sur scène, la raison pour laquelle elle pouvait prendre des risques avec sa carrière, son image et sa voix, car peu importait ce qui se passait au dehors. Peu importait ce que disaient les critiques, ou faisaient les classements, ou captaient les caméras, il y avait un homme à Nashville qui serait exactement là où elle l'avait laissé. Elle a dit un jour qu'elle et Carl avaient passé de nombreuses années merveilleuses ensemble, et que les mots ne rendent pas justice à l'amour qu'ils ont partagé pendant plus de 60 ans. Puis vint la maladie d'Alzheimer. Elle n'est pas arrivée de façon spectaculaire, ce n'est jamais le cas. Elle est arrivée comme arrivent toutes les pertes lentes par de petits moments de confusion faciles à justifier, puis par d'autres plus grands qui ne l'étaient plus. Et Dolly, la femme qui avait passé toute sa vie d'adulte à se produire, a cessé de se produire. Elle est restée. Elle a réduit son monde des stades et des plateaux à une seule maison, un seul homme, un jour à la fois. Elle est devenue son aidante avec le même dévouement total qu'elle avait mis dans chacun des autres rôles de sa vie. Pas à moitié, pas avec une aide dont elle n'aurait pas eu besoin, mais entièrement. Ceux qui les ont connus durant ces dernières années ont décrit une femme qui avait tout réorganisé autour des soins à donner à Carl. Les tournées se sont réduites, les apparitions publiques se sont raréfiées. La femme que l'on n'avait jamais connue pour sa discrétion est devenue, durant ces années-là, très discrète. Il y a quelque chose là-dedans, quelque chose qui en dit plus sur qui est réellement Dolly Parton que n'importe quelle chanson qu'elle ait écrite, dans le fait qu'elle l'ait fait sans hésiter, sans ressentiment, sans en faire un récit. Elle est simplement restée. Il est mort le 3 mars 2025, 58 ans, et 9 jours après leur mariage, lors d'une petite cérémonie sans fanfare, dans une robe qu'elle a elle-même décrite comme simple. Un jour qui a changé sa vie de la façon la plus silencieuse possible. Est maintenant de la question à laquelle le reste de cette histoire tente de répondre, est celle-ci: que devient une femme comme Dolly Parton quand l'homme qui l'a gardé les pieds sur terre n'est plus là pour tenir la corde? Le communiqué est arrivé le 3 mars 2025. Il est apparu sur ses réseaux sociaux clair, direct, écrit dans la voix d'une femme qui a toujours su dire exactement ce qu'elle voulait dire, et rien de plus. Carl et moi avons passé de nombreuses années merveilleuses ensemble. Les mots ne rendent pas justice à l'amour que nous avons partagé pendant plus de 60 ans. Merci pour vos prières et votre affection. 12 phrases, 43 mots. Et dans ces 43 mots, le poids entier d'une vie. Le public a reçu la nouvelle comme il reçoit toujours la mort d'un proche d'une personne célèbre, avec une vague de condoléances sincères et immenses, qui malgré son ampleur, restait d'une certaine manière insuffisante. Car Carl Dean n'était pas une célébrité. Ce n'était pas quelqu'un que le public avait aimé directement. C'était quelqu'un qu'on avait aimé par procuration, à travers les histoires de Dolly, sa gratitude, la façon dont sa voix s'adoucissait chaque fois qu'elle parlait de l'homme qui l'attendait à Nashville pendant que le monde la voulait partout sauf là-bas. Sa mort n'a pas été la mort d'une figure publique. Ce fut la mort du centre privé d'une vie très publique. Dolly n'a pas disparu. Cela aurait été plus facile à comprendre. Elle a plutôt fait ce que font ceux qui n'ont jamais appris à s'arrêter quand ils perdent la seule chose qui les ancrait. Elle a accéléré. Elle s'est accrochée à son agenda. Elle a honoré ses engagements. Elle est apparue là où on l'attendait, a dit ce qu'on attendait qu'elle dise, et a porté les paillettes, le sourire et la coiffure, parce que c'est ce que fait Dolly Parton. C'est ce qu'elle a toujours fait. Elle joue son rôle. Elle assume. Elle se présente. Mais le corps tient ses propres comptes. Dans les mois qui ont suivi la mort de Carl, ceux qui l'entouraient ont remarqué un changement dont aucun communiqué de presse n'allait parler. Le cercle proche, ceux qui voient une star non pas depuis le public, mais depuis les coulisses, a commencé à s'inquiéter. La version qui a filtré à l'extérieur avec prudence et sans attribution était que Dolly se poussait à ses limites, que l'agenda qu'elle maintenait n'était pas celui d'une femme qui traversait un deuil, mais celui d'une femme qui fuyait. Et il y a une différence même si le calendrier a l'air identique. L'oc de Huy, quand on ne lui laisse pas de place, ne disparaît pas. Il va quelque part. Il s'installe dans le corps, dans les articulations, dans les organes, dans les endroits qu'un médecin découvre une fois que les lumières s'éteignent enfin, que le costume tombe et qu'il ne reste plus de rôle à jouer. Dolly Parton avait passé 58 ans avec un homme qui était sa maison, et maintenant cette maison avait disparu. Elle continuait de se présenter à chaque engagement comme si ce qui la tenait debout ne venait pas d'être arraché à ses fondations. Elle avait 61 ans. Elle se produisait depuis avant la naissance de la plupart des gens dans son public. Elle avait survécu à la pauvreté, au doute, et à une industrie musicale qui plus d'une fois avait essayé de lui dicter qui elle avait le droit d'être. Elle avait tout surmonté, en avançant, en écrivant la prochaine chanson, en réservant le prochain spectacle, en construisant la prochaine chose.
Le mouvement vers l'avant n'était pas seulement sa stratégie, c'était son identité. Et maintenant, ce mouvement était silencieusement la seule chose qui lui coûtait tout. À l'été 2025, les signes étaient invisibles pour qui prêtait attention. L'agenda restait chargé, la production restait constante. Mais quelque chose sous cette production commençait à céder pas de façon spectaculaire ni soudaine, mais comme cèdent les choses qui ont été sous tension maximale trop longtemps, sans repos, en silence peu à peu. Et puis en septembre 2025, de façon tout sauf silencieuse, parce que le corps, quand il en a assez, ne demande pas la permission. Il s'arrête, tout simplement. En septembre 2026, Dolly a fait quelque chose qu'elle ne fait presque jamais. Elle a admis publiquement sans la couche habituelle d'humour, qui adoucit les angles que son corps ne coopérait pas. Elle a révélé qu'elle luttait contre des calculs rénaux, non pas comme une note en bas de page, mais directement de la façon dont parle une femme qui a décidé que faire semblant ne valait plus l'énergie que cela coûtait. Les calculs rénaux n'étaient pas toute l'histoire. C'était la partie qu'elle acceptait de nommer. Des sources proches ont décrit une constellation de problèmes de santé accumulés dans les mois qui ont suivi la mort de Karl, le genre d'accumulation qui survient quand une personne a fonctionné sur le deuil, l'élan et la pure force de volonté pendant si longtemps que le corps finit par présenter la facture. Elle avait 69 ans. Elle avait été la principale aidante de son mari pendant le long et éprouvant déclin dû à sa maladie d'Alzheimer. Elle avait absorbé cette perte et repris immédiatement un agenda professionnel complet. Et maintenant, 6 mois plus tard, la note était arrivée. La résidence à Las Vegas, initialement prévue pour décembre 2025 au Colosseum du Caesars Palace, a été repoussée à septembre 2026. L'annonce était prudente et professionnelle et disait tout ce qu'il fallait entre les lignes. Dolly Parton, jamais connue pour annuler, avait annulé. Pas un seul spectacle, toute une résidence. 9 mois de distance entre elle et la scène sur laquelle elle avait bâti sa vie. Le public a accueilli la nouvelle avec inquiétude. Et en octobre 2025, cette inquiétude s'est faite plus bruyante. Sa sœur Freda Parton a publié qu'elle priait toute la nuit pour le rétablissement de Dolly. Ce n'était ni une déclaration vague ni protocolaire. C'était le genre de message qu'écrit une sœur quand elle a peur, quand la situation est assez réelle pour que la porter seule en privé devienne impossible.Ité qu'il ne reste plus qu'à demander de l'aide dans toutes les directions possibles. Internet, qui a une sensibilité particulière pour distinguer une demande de prière routinière d'une demande urgente, a réagi immédiatement. En quelques heures, le nom de Dolly Parton était partout dans des titres, allant de l'inquiétude à l'alarmisme, tous tournant autour de la même question non formulée. Dolly a elle-même répondu à cette question. Elle a publié directement sans intermédiaire, sans le langage prudent d'un attaché de presse adoucissant les angles « I ain't dead yet ». Je ne suis pas encore morte. 4 mots. La condensation d'une femme qui a écrit 3000 chansons et c'est exactement ce que chacune coûte. 4 mots à la fois drôles, féroces et déchirants, car ils étaient drôles en surface et déchirants en dessous comme toutes les meilleures phrases de Dolly. Car derrière le défi se trouvait la reconnaissance que la question avait été assez réelle pour nécessiter une réponse. Derrière l'humour se trouvait l'aveu que quelque chose avait vraiment fait peur à ceux qui l'aimaient. Elle a plus tard décrit toute cette période avec une précision que seul peut atteindre celui qui l'a vécue. Je me suis simplement usée et épuisée, a-t-elle confié, pleurant Karl, et avec beaucoup d'autres petites choses qui se passaient en même temps. Et puis avec la grâce particulière qui a toujours été sa marque de fabrique, elle a ajouté qu'elle croyait avoir reçu un signal d'alarme, que quelque chose elle a appelé cela Dieu, comme elle appelle toujours les choses qu'elle ne peut pas entièrement expliquer, lui avait dit qu'il était temps de ralentir, temps de se reconstruire, pas de s'arrêter, jamais de s'arrêter, mais de se reconstruire. Car une femme ne peut pas continuer à donner d'un récipient qui s'est vidé. Et Dolly Parton, pour la première fois en 58 ans, s'était enfin autorisée à être vide. Il existe un type particulier de retour qui n'a rien à voir avec la destination. Il n'a rien à voir avec la scène, ni les lumières, ni le public, ni les applaudissements. Il a à voir avec le moment où une personne réellement perdue décide, sachant parfaitement ce que lui a coûté, le fait de se perdre, de retrouver son chemin. Se tenir devant ceux qui l'aiment et dire non pas par un discours ou un communiqué, mais par le simple fait de se présenter qu'elle est toujours là, que l'histoire n'est pas terminée, que le chapitre suivant commence. Lok 10 mars 2026, Dolly Parton est montée sur la scène de Dollywood à Pigeon Forge au Tennessee. C'était l'ouverture de la 41e saison du parc. En apparence une apparition de routine, quelque chose qu'elle avait fait des dizaines de fois au cours de 4 décennies de Dollywood. Elle avait fondé le parc. Elle avait ouvert des saisons auparavant. Elle avait été sur cette scène à chaque étape de sa vie jeune et affamée d'âge mûr et triomphante, âgée et légendaire. Mais cette fois, c'était différent. Et le public réuni ce jour-là le savait. Et Dolly savait qu'il le savait. Alors elle a fait ce qui l'a toujours distingué de tout autre artiste de sa génération, elle a dit la vérité. Je n'ai pas été en tournée comme vous le savez.
a-t-elle dit debout dans l'air des montagnes du Tennessee, le parc qu'elle avait construit s'étendant derrière elle. J'ai eu quelques petits problèmes de santé, et nous nous en occupons bien. Quelques petits problèmes de santé, l'euphémisme d'une femme qui avait passé 6 mois à se reconstruire en silence depuis les fondations. Descalculs rénaux. Un deuil si lourd qu'il avait plié son agenda, vidé ses scènes et l'avait tenu éloigné de la célébration de ses propres 80 ans. Une sœur priant toute la nuit. Une publication de 4 mots que tout Internet avait eu besoin d'entendre. Tout cela compressé avec la précision caractéristique de Dolly en quelques petits problèmes de santé, parce qu'elle n'était pas là pour jouer sa douleur. Elle était là pour jouer son retour. Et alors elle a dit, ce vers quoi toute cette histoire avait mené, je me suis simplement usé et épuisé en pleurant Karl, et avec d'autres petites choses qui se passaient. Cela m'a mené à un point où j'avais besoin de me reconstruire spirituellement, émotionnellement et physiquement. Mais tout va bien, cela ne m'a pas arrêté. Spirituellement, émotionnellement et physiquement dans cet ordre. L'ordre compte car Dolly Parton, qui parle de Dieu, d'où il est de la résilience depuis qu'elle était enfant dans les montagnes Smoky, avec pour seul bien une voix et le besoin de s'en servir, a compris instinctivement que le rétablissement physique serait le dernier à revenir, non le premier. Qu'avant que le corps puisse revenir sur scène, l'esprit devait retrouver son équilibre. Et avant que l'esprit puisse retrouver son équilibre, il fallait laisser au cœur le temps de pleurer, l'homme qu'elle avait aimé pendant 60 ans, sans le presseur de revenir aux paillettes avant d'être prêt. Elle s'est accordé ce temps à contre-cœur imparfaitement, avec une sœur en prière et une publication de 4 mots et une résidence annulée marquant les contours de cette reddition. Mais elle se l'est accordée, et maintenant elle était revenue. Le public à Dollywood ce jour-là a entendu quelque chose que les caméras ont capté, mais n'ont pas pu entièrement contenir le son d'une femme qui avait touché le fond, avec quelque chose de réel, et qui était remontée selon ses propres termes, non pas restaurée à ce qu'elle était avant. Ce n'est pas ainsi que fonctionne le deuil. Et Dolly le sait mieux que quiconque, mais reconstruite, réorientée, portant cette perte avec elle, comme elle la portera pour le reste de sa vie. Non comme une blessure, mais comme un poids qui, avec le temps, est devenu une sorte de lest qui donne de la stabilité. Quelqu'un dans le public, avec l'audace caractéristique des publics de Dollywood, a posé une question sur une possible romance, sur la possibilité que la femme qui avait aimé Carl Dean pendant 60 ans puisse un jour aimer quelqu'un d'autre. Dolly a répondu sans hésiter. « Je pense que Carl Dean m'attend. Si j'arrivais aux portes du paradis avec quelqu'un d'autre, ça ne lui plairait pas. Il dirait « c'est qui ce morveux? Laissez-le dehors ». Le public a ri. Et sous ce rire se trouvait quelque chose de bien plus silencieux. Le son d'une femme qui a fait la paix avec un amour qui ne s'arrête pas à la mort, qui a décidé que la réponse à la question de ce qui vient ensuite n'est pas un nouveau départ, mais une continuation. Carl Dean attend, et jusqu'à ce jour-là, il y a du travail à faire. À quoi ressemble le fait pour une femme qui a perdu tout ce qui la maintenait ensemble de décider que la réponse n'est pas d'être soutenue, mais de se soutenir elle-même? Il existe une sorte de force qui ne s'annonce pas. Elle n'arrive pas en fanfare, ni par communiqué de presse, ni par un titre conçu pour rassurer ceux qui s'inquiétaient. Elle arrive en silence dans une date reprogrammée sur un calendrier, dans une scène qui se prépare dans une ville qui attend, dans le son particulier d'une femme qui a traversé quelque chose de réel et qui décide que ce quelque chose de réel n'est pas la fin de son histoire. Le Colosseum du Caesars Palace à Las Vegas est prêt. Septembre 2026. La résidence qui avait été reportée quand le corps a dit stop et que le deuil a dit pas encore. Elle approche. Dolly Parton revient sur la scène pour laquelle elle est née, portant tout ce qu'elle a toujours porté. Et une chose de plus, l'absence de l'homme qui l'a aimée en premier, la certitude que la lumière de la véranda à Nashville ne sera pas allumée quand elle rentrera à la maison. Elle y va quand même. La comédie musicale de Broadway basée sur sa vie est en développement. Une production qui portera son histoire sur des scènes où elle n'est jamais allée sous une forme qui survivra à chaque tournée, chaque résidence et chaque place dans les classements qu'elle ait jamais atteinte. Le Sancteller Hotel à Nashville prend forme un monument à la musique, à la mythologie et au génie particulier d'une femme qui a transformé la pauvreté, le chagrin d'amour et une enfance dans les montagnes du Tennessee en l'une des carrières les plus extraordinaires de l'histoire de la musique américaine. L'Imagination Library continue de fonctionner, continue de mettre des livres entre les mains d'enfants qui en ont besoin. Un livre à la fois, c'est en quoi elle a toujours cru le plus fermement, l'idée qu'un enfant avec une histoire entre les mains est un enfant à qui l'on a donné une chance de se battre. Elle l'a dit elle-même de la façon la plus simple possible, « I ain't near done ». Je suis loin d'avoir fini. 3 mots le contrepoids des 4 autres car « je ne suis pas encore morte » était de la survie et « je suis loin d'avoir fini » est tout autre chose. C'est de l'intention, c'est une direction, c'est la déclaration d'une femme qui a regardé tout ce qu'elle a perdu et a décidé que la perte n'est pas la chose la plus bruyante dans la pièce.
Le grand Dolopry lui avait organisé une fête pour ses 80 ans, et elle n'y est pas allée. Elle portait le deuil de l'homme qui l'avait épousée quand elle n'était personne venue de nulle part, et qui l'avait aimée pendant 58 ans, exactement comme il l'avait aimée le premier jour. Certaines pertes ne se parent d'aucune paillette qu'on puisse leur mettre même pour Dolly. Mais Dolly Parton n'a jamais eu besoin des paillettes pour être vraie. Elle a toujours été vraie, d'abord brillante ensuite, légendaire en troisième lieu, et inarrêtable d'une façon que le deuil lui-même n'a pas pu interrompre définitivement. Carl Dean attend, et jusqu'à ce jour-là, il lui reste encore beaucoup à faire.